Hello, hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle émission. Je m'appelle France Drion et j'accompagne les porteuses de projets à lancer et développer leur activité. Et aujourd'hui, dans ce cadre-ci, j'ai une famille qui a eu un parcours complètement atypique, avec une famille dans laquelle il n'y avait pas du tout de place ni pour la tendresse, ni pour l'amour, ni pour la joie. Et pourtant, sa maman était une accro du travail, son papa était alcoolique, en tout cas avait une addiction à l'alcool, et malgré ça, elle avait des rêves plein la tête qu'elle a pu réaliser. Pas toujours avec la facilité. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir l'intervenir parce qu'elle va nous parler, nous, les femmes. On va parler de son parcours, mais aussi on va parler de sa rencontre avec la féminité et comment elle en est arrivée sur ce chemin à l'amour, à la joie et puis aussi à la tendresse. Donc j'ai la chance de recevoir aujourd'hui avec moi Mila Adamcha. Bonjour Mila, Et bonjour France, comment ça va? bien et toi? Oui, ben super, très heureuse de partager ce beau moment avec toi. Oh, moi aussi, je me réjouis que tu nous partages un peu ton parcours. Alors, je t'ai pêché Merci. une carte. Je vais te demander de te présenter au travers de cette carte. Tu peux commencer par décrire ce que tu vois et en quoi ça peut, enfin, ça fait écho en toi, une partie de ta vie, dans ce que tu as pu vivre. Alors, je mets là. Ok, 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 ça marche. Vas-y, dis-moi un peu. Ça me parle beaucoup. Vas-y, raconte-nous. Alors, tu vois, ce gros tas de glace là et ces petits morceaux. Alors, ce gros tas de glace, ce gros morceau de glace, je le symboliserai par mes parents, ma famille en fait. Et les quatre petits morceaux, je dirais que c'est moi et mes frères et sœurs. Tu vois, je suis l'aînée d'une famille de quatre enfants, donc ce seraient les quatre petits morceaux. Et, euh, et, le, et le petit morceau avec plein de plantes dessus, je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est moi. Je crois que ça pourrait être toi, oui. Ça pourrait être moi. Alors, raconte-nous un petit peu ce que ça t'évoque. Qu'est-ce qui fait que toi, tu te vois avec ces petits arbres, ces petites fleurs. Ben, ça m'évoque, tu vois, dans ma famille, c'était le froid glacial au sein de ma famille. Il y avait pas d'amour, il n'y avait pas d'affection, il n'y avait pas de chaleur humaine, il n'y avait pas de joie de vivre, il n'y avait pas de bonheur. C'était le froid glacial. Et mes frères et sœurs et moi, ben, on était un peu à l'abandon. Mes parents, ils s'occupaient pas de nous, d'où les petits morceaux qui sont détachés. Et vous erriez un petit peu comme ça sur la mer glaciale. Voilà, on survivait comme on pouvait. Et moi, au milieu de tout ça, de tout ce froid glacial, eh ben, j'ai essayé de planter des trucs. J'ai essayé d'y planter de la joie, de l'amour pour mes petits frères et sœurs. Chez nous, il n'y avait pas d'anniversaire, il n'y avait pas de Noël, il n'y avait pas de fête. Mes parents, ils n'invitaient jamais personne. Et moi, j'avais à cœur que mes petits frères et sœurs ils se sentent bien, qu'ils se sentent heureux, malgré que c'était pas évident pour moi, mais j'essayais par petites touches, de mettre un petit peu d'amour et de bonheur dans tout ça. Je leur donnais de l'affection. Je, j'ai commencé à ritualiser les anniversaires quand j'ai commencé à travailler, que j'ai commencé à gagner de l'argent de poche vers l'âge de 12 13 ans. Je travaillais dans les restaurants le samedi soir et à l'époque, ça m'a rapporté 150 francs. Et avec ces 150 francs, ben, je commençais à instaurer les anniversaires. J'ai Tu invité semais des petites graines de joie. de joie et d'amour. J'ai invité mes parents au restaurant, je me rappelle pour la première fois aussi. Euh, voilà, donc j'ai essayé de semer. Et quand mes parents, à la table, on n'avait pas le droit de rire, on n'avait pas le droit de parler, il fallait manger, juste. Et j'avais compris que si je faisais rire mes parents, ben nous, on avait le droit de rire. Donc, du coup, je, je, j'avais compris leur humour
Et du coup, je les faisais rire pour mettre un peu de joie dans cette famille. En fait, tu nous expliques que depuis toute petite, tu faisais déjà de l'analyse du comportement humain sans le savoir. C'est un peu ça, ouais. Alors, moi, Mila, aujourd'hui, si j'ai eu envie de t'interviewer, c'est Oui. parce que en dehors de ce parcours en tant qu'enfant, tu as un parcours de femme aussi qui est un peu atypique. Et tu n'as pas toujours été dans l'accompagnement des femmes, loin de là, tu as eu d'autres vies dans ta vie. Est-ce que tu serais d'accord de nous partager un petit peu ben, tout ce que tu as vécu déjà dans ta vie? Parce que tu n'as pas été qu'accompagnatrice, que coach. Dis-nous un peu ce que tu as fait aussi, qui tu as été avant d'être la femme qu'on connaît maintenant en tant qu'accompagnatrice. Eh bien, moi, j'ai grandi dans l'épicerie de mes parents. J'avais 7 ans. Et donc, j'étais tous les jours, j'aidais ma mère à son épicerie. Je l'aidais à vendre, à mettre les produits dans les rayons. Et en fait, j'ai toujours été en mode survie. En fait, pour moi, la langue française, c'était pas acquis, l'école, c'était pas acquis. Il y avait tout à apprendre, il y avait tout à apprendre à s'adapter, à connaître les codes, à savoir bien parler pour se faire comprendre. J'ai dû tout apprendre par moi-même et du coup, ça demandait beaucoup d'efforts. Et Attends, du coup, t'es arrivée en France, que t'avais quel âge? j'avais 6 mois. Oui. Et tes parents étaient tous les deux, c'est vietnamien, c'est ça? Ma mère vietnamienne et mon père indien, Ok. d'Inde. Voilà. Et donc, du coup, ils ne parlaient pas français du tout, ni l'un ni l'autre. Et du coup, j'étais tout le temps en mode survie. Et j'ai toujours cherché le travail par rapport aux besoins du marché et pas par rapport à moi, ce que j'aimais faire. C'est-à-dire que ben, j'ai travaillé à l'épicerie de mes parents. Après, à 13 ans, il y avait des restaurateurs qui avaient besoin de serveuses pour du renfort le week-end. Donc, du coup, j'ai été serveuse. Ensuite, quand j'ai quitté le nid familial, j'ai travaillé un mois comme caissière à Casino. Ensuite, ma mère a acheté un restaurant, donc j'ai travaillé dans la restauration pendant 2 ans. J'étais directrice d'un restaurant où je travaillais en cuisine. J'étais le chef cuistot. Et après, de là, bah, je rêvais de reprendre mes études. Donc, après 2 ans de restaurant, j'ai repris mes études pour passer mon bac. Et ensuite, à avoir eu mon bac, bah, je suis tombée enceinte de mes jumeaux, Alexandre et William, que tu connais. Mhm. Et, et donc, du coup, je me suis dit, mince, les études, voilà. Et donc, quand ils ont eu 1 an, j'ai eu envie de reprendre mes études. Et quand ils ont eu 1 an, j'ai fait mon BTS assistante de direction. Et après, suite à ça, j'ai décroché un CDI dans un cabinet d'architecte où j'étais assistante de direction. Et après quelques années, j'ai vu il n'y avait pas d'évolution possible quand tu es assistante de direction. Tu ne pouvais pas gravir les échelons et mieux gagner ta vie. Et c'est vrai que comme j'ai toute ma vie, j'ai toujours dû apprendre, 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 ben, et toujours chercher à m'améliorer pour m'en sortir. Ben, j'ai gardé un peu cette philosophie malgré moi dans ma façon de fonctionner. C'était comme un réflexe en fait. Oui, pour moi, c'est une habitude, c'est devenu une habitude de tout le temps apprendre, d'essayer de comprendre, d'analyser, je suis en apprentissage continu en fait. Et donc du coup, après, mais je rêvais d'une vie meilleure, je rêvais de gagner mieux ma vie que le salaire d'assistante de direction. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et on m'a dit, oui, si tu veux mieux gagner ta vie, il faut faire du commercial. Donc, du coup, j'ai rencontré mon mari David qui m'a permis de reprendre mes études pendant 1 an. Et là, j'ai fait une licence management commercial et un diplôme européen d'études supérieures en marketing. Et du coup, après ça, j'ai postulé, je rêvais de travailler dans une banque. C'était mon rêve à l'époque. Je me suis dit, oui, dans les banques, on peut évoluer par les formations. C'est un bon secteur pour pouvoir évoluer au sein de l'entreprise. Et c'est pour ça que ça m'a attiré vachement. Et après 2, 3 ans d'acharnement, d'email, de prospection et tout ça, j'ai fini par décrocher un poste. Entre-temps,
pour avoir de l'expérience commerciale, j'ai travaillé chez Gain Prévoyance comme commercial dans l'assurance prévoyance. Et j'ai fait aussi 6 mois où j'étais agent commercial dans l'immobilier. Et donc, c'est ce que tu disais dans la notion de j'allais où on avait besoin de moi. Je me posais pas les questions de ce que j'aimais faire. C'est tu postulais Oui, en mode ouais. un peu comme je pense beaucoup de personnes. Tu fais des études. euh, sou- Parfois, c'est des études de cœur. Parfois, c'est parce que tu choisis en fonction de ce dont le monde a besoin maintenant. Je vais dire, on dit il y a des Oui, métiers bouchés, donc on se dit ah bah non, on va pas aller par là. Et oui, puis, tu es diplômé et tu te dis, ben voilà, je vais postuler sans peut-être de réflexion avec de nouveau, qu'est-ce oui. que j'ai envie, mais plutôt de quoi est-ce qu'on a besoin. Et alors, bah, tu te retrouves dans des jobs, et en l'occurrence, qui te conviennent qu'à moitié, vu que tu changes plusieurs fois. Oui, en fait, ça me convenait pas trop. Je trouvais que c'était un peu trop, la vente, c'était trop agressif et c'était pas du tout ma personnalité. Il fallait s'accrocher, il fallait être vraiment bon, en fait, pour réussir dans ces milieux-là. Il faut être très, On très en parlait juste avant de cette notion, parce que dans la vente telle que tu as dû la travailler à ce moment-là en tant que Oui, commercial, oui, j'ai cette image de la souris dans un coin avec un gros matou prêt à se dévorer en sachant que le gros matou c'est le commercial et la petite souris c'est le client. Et oui. c'est quelque chose qu'on se disait qu'on n'aimait pas du tout. On a besoin de mettre de l'équilibre, de l'harmonie, Mm. répondre à un besoin et qu'au final, ben, dans le côté commercial d'acharnement, on a perdu ça. On est oui, on est dans l'acharnement. Je sais pas si c'est acharnement serait le bon mot, Ouais, mais j'avais des managers qui étaient vachement la méthode de vente qui ne me convenait pas du tout, quoi. C'est-à-dire que ils se pointaient chez le client, une fois qu'ils ont passé la porte, ils sortaient pas tant qu'ils n'avaient pas vendu. Et ils allaient à l'usure, ils pouvaient rester 3 heures chez le client, à le tanner, etc., jusqu'à ce qu'il achète, quoi. Et moi, pour moi, c'était juste pas possible, quoi. Et voilà. Et puis pareil, il fallait utiliser des méthodes un peu sournoises. Tu vois, tu tapes là où ça fait mal pour faire agir la personne et pour la faire acheter. Et moi, j'aimais pas ça du tout, quoi. C'est pour ça que j'en suis sortie et que finalement, heureusement, ben, grâce à ces expériences commerciales, j'ai pu intégrer la banque. Et à la banque, ben, c'était beaucoup plus cool. On était c'était juste, je proposais des petits produits à droite, à gauche. Il y avait des objectifs, mais j'avais pas la pression commerciale que j'avais auparavant. Et c'était beaucoup plus cool pour moi. Mais c'était pas encore suffisant pour moi. En fait, si j'étais attirée par le milieu bancaire, c'était par rapport à l'aspect financier, sécurité de l'emploi, évolution possible. Et alors là, je te coupe parce que c'est oui, super important ce que tu viens de dire. Parce que je pense qu'il y a énormément de personnes dont le seul objectif du travail, c'est objectif financier, sécurité financière. Je sais pas ce que tu en penses, toi. oui, tout à fait. Ouais. Et moi, c'est ça qui me drivait en fait. J'étais prête à tout pour avoir un job, un super job avec, euh, avec un super salaire, etc. Et ben, je suis tombée dans le développement personnel. Oh là là, comme Astérix dans la marmite. Comme Obélix plutôt. J'étais vraiment très sceptique de tout ça. Moi, je pensais que c'était une secte au départ. Quand mon mari il y allait tout le temps, il a passé un an comme ça où il a fait que ça. Je me suis dit, mais il a une maîtresse ou il a une secte, c'est quoi? Je vais y aller pour vérifier. Et en fait, ça a été changement de cadre de référence total, quoi. C'est-à-dire, quand tu es salarié, tu es rémunéré par rapport au temps que tu passes et pas par rapport à tes résultats. Le fait de se sentir responsable de la vie, de la vie que tu as. En fait, moi, tout le temps, tu vois, je me disais, oui, si j'ai pas réussi, c'est à cause de mes parents. Ils m'ont pas aidé, ils m'ont plutôt mis des bâtons dans les roues. Et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui, que je gagne pas bien ma vie, etc. Moi, j'étais dans cette psychologie-là. Et quand on m'a dit, tu es responsable de ta vie, je dis, comment ça, je suis responsable de ma vie? Mais non, je suis pour rien, c'est à faute à mes parents.
J'ai pas Première aimé la phase du première fois, déni. comme l'a dit. Ça fait partie du déni. Hop, je rejette. Ouais, ça m'avait pas plu du tout. Je lui dis, mais, ah non, mais t'as pas eu mes parents, franchement, qu'est-ce qui t'est pour me dire ça? Et en fin de compte, ben oui, on n'est pas responsable de l'enfance qu'on a eue, les parents qu'on a eus, des personnes qui nous ont fait souffrir, nous ont dit des choses qui nous ont blessés, c'est vrai. Mais par contre, on est responsable de ce qu'on en fait. Et, euh, et pour moi, ça a été le gros changement dans ma vie. Et puis, j'ai toujours été, ce qui m'a drivé aussi, c'est que ça m'a réveillé mes ambitions, en fait. J'avais des ambitions, mais c'était pas encore, travailler à la banque, c'était pas encore à la hauteur de ce que je voulais pour moi. J'aspirais à mieux et plus. Et Et alors, donc, quand tu dis mieux et plus, là, est-ce que c'est encore un moteur financier ou c'est des ambitions en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'amie, en tant que... C'est quoi les ambitions dans cette... Du coup, parce que tu me dis, j'aspirais à plus et mieux, mais sur voilà, quel domaine? en fait, j'aspirais à un meilleur métier qui me permettait de gagner encore mieux ma vie que ce que j'avais. C'était ça mon moteur premier de ça. Et quand mon mari David a commencé au tout début du métier d'infopreneur à l'époque, moi j'ai tout de suite vu l'opportunité de bien gagner ma vie en faisant du vidéo marketing, en, en, en faisant des montages vidéo, en accompagnant les experts pour les faire connaître, etc. Et je voyais qu'il y avait du business à se faire là-dessus. Donc, c'est comme ça que j'ai quitté la banque. C'était la motivation financière, mais purement financière. Et en fait, certes, je gagnais très, très bien ma vie, mais je sentais que c'était pas encore ça. Je me disais, mais... Alors, mon mari me dit, mais c'est quoi que tu aimes faire? J'étais pas été capable de lui répondre. C'est quoi que tu aimes faire? J'ai dû mettre au moins 2 ans avant de lui répondre. Je ne savais pas ce que j'aimais faire. Pas du tout. Et donc, du coup, je me suis dit, alors, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Et donc, du coup, je suis tombée dans le coaching. Il y avait, j'étais à plein de séminaires de formation de Tony Robbins. J'ai vu ce qu'il faisait, etc. Mais je ne me voyais pas encore coach à ce moment-là. Tu vois, ça m'a profité énormément à titre personnel, mais je ne m'étais jamais projetée en tant que coach. Je me sentais pas, enfin voilà, il y avait, j'ai senti un moment un déclic quand l'entraîneur il nous a dit, qu'est-ce que ça vous fait de faire sentir, euh, de faire en sorte qu'une personne se sente bien tout de suite, mieux après avoir parlé avec elle, avoir passé quelques minutes avec elle, elle se sent mieux. C'est quoi que ça vous fait, l'effet que ça vous fait? Et moi, ça m'a créé une émotion, tu vois, une émotion de très mélangée, à la fois de joie, mais en même temps de la tristesse. Enfin, mais en même temps, je sentais mon cœur qui battait et je sentais qu'il y avait un truc. Je me suis En dit, tout cas, c'était bousculant pour toi. voilà, ça m'a fait une grosse décharge électrique à ce moment-là où je me suis dit, ouais, ça me plaît, ça, tu vois, il y a un truc là pour moi, tu vois. Et il nous a fait tester quelques exercices de coaching et j'avais vachement aimé. Mais sans me dire, bon, ben, c'est bon, je vais devenir coach. Et, euh, Inch'Allah, j'ai et trouvé ma voie. voilà, voilà. Pour moi, c'était pas encore le gros, gros, méga. Ça a été, on va dire, la première petite graine qui a commencé à pousser, tu vois. Et en fait, c'est quand j'ai été mon mari David a fait des groupes d'entraînement de coaching et je me suis retrouvée avec eux comme cliente, cliente, mais pour les entraîner, en fait. Et j'ai tellement adoré ce qui s'était passé, quoi. L'état d'esprit des personnes qui étaient là, les valeurs qu'elles avaient, le côté positif, le côté
comment dire, pointu, mais tout en étant global pour aider la personne, mais tu vois, à petite touche. C'était pas de la thérapie psychologue, etc., où tu parles, blablabla. Non, c'est tu t'appuies sur le petit endroit où ça va pas très bien et tu crées un petit déclic là et ça débloque la personne et ça, j'ai vraiment adoré et j'ai aimé l'ambiance. Et on papotait, on riait, on avait amené, chacun avait amené plein de trucs à manger et on passait toute la journée à manger. Moi, j'adore manger. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ma valeur number one, manger. Et 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 il y avait à manger, il y Et avait des on gens est d'accord sympas. que pour le vivre au moins une fois l'année tous ensemble, manger et boire, ça aide toujours à détendre l'atmosphère et à créer du lien. On est bien d'accord. Ouais, 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 c'est clair. Moi, je vis que pour manger, tu vois, j'ai envie de dire. Et là, il y avait à manger à provision, plein de bonnes choses, des gens sympas, on rigolait, on papotait, on était des fois au bord de la piscine et tout. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux pour ma vie. Je veux une vie comme ça qui ressemble à ça. Papoter avec des gens sympas, manger, rigoler, et tout en faisant des trucs hyper puissants et intéressants. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le coaching. Et un de mes clients, c'était un client dont je m'étais occupée de la partie marketing et montage vidéo. Son programme, c'était mieux se vendre en tant que coach. Et donc là, j'ai vu que c'était possible de vendre du coaching parce que jusque-là, j'avais ce frein. Est-ce que j'arriverai à vendre du coaching? Et là, c'est vrai qu'il nous avait donné des ficelles, etc. Et je me suis dit, bon, bah, finalement, c'est possible de se vendre en tant que coach sans comment dire, faire sans vendre comme si tu vendais des produits Oui, surtout financiers. que toi, tu avais été mais, presque traumatisé quoi, par Oui, l'expérience de vente oui, que t'avais rien que l'idée de devoir te dire je vais me vendre, oui. c'était déjà, tu avais déjà envie de te crisper et de rester dans ton coin, quoi. Ouais, exactement, j'ai été traumatisée, c'est ça le mot. Et d'ailleurs, je lui ai dit à mon manager quelques années plus tard qu'on s'est revus, je lui ai dit, tu m'as traumatisée. Et il n'a pas aimé, mais il a écouté, il a entendu. Mais voilà quoi, ça peut être traumatisant, l'expérience de la vente, soit en tant que client, parce que moi-même, j'avais été en face à un vendeur qui m'avait, pour lequel ça s'est pas bien passé. Et en tant que vendeuse, être formée à la vente. Et c'est pour ça que là, tu vois, je suis en train de travailler sur moi, sur ma façon de vendre. Je suis en train de me réconcilier avec ça, justement. Oui, on en parlait juste avant de cette notion de rendre la vente humaine, de répondre à un besoin, d'aller dans la douceur. Parce qu'au final, c'est vers ça que tu es venu. Parce que tout ton Oui, chemin, il amène vers la Mila d'aujourd'hui, qui est maman de 4 enfants, qui accompagne les femmes à oui. enfin, je dirais quoi, à se retrouver, à se reconnecter, à rééquilibrer leur domaine de vie. Ce serait quoi exactement ce que tu fais? Moi, ce que je fais, c'est de, comment dire, permettre aux femmes qui, souvent, sont hypersensibles, de se retrouver, de se connaître, euh, pour qu'elles puissent s'accueillir telles qu'elles sont et prendre soin d'elles. Mais prendre soin d'elles, pas que de façon superficielle. C'est pas que aller faire du sport ou se faire un massage ou aller en thalasso. Vraiment en profondeur, quoi. Euh, je dirais que ça va au-delà de prendre soin de soi. C'est carrément s'apporter de l'amour que tu n'as pas reçu ou que tu aurais aimé qu'on te donne. Et à travers des choses que tu aimes faire, que tu t'autorises pas à faire, à travers être qui n'as jamais osé être. Euh, à travers, souvent, on voit dans notre société, comment dire, on bannit les émotions. On dit, ah, le stress, c'est pas bien, la colère, c'est pas bien, la frustration, c'est pas bien, La etc. jalousie, c'est pas bien. Voilà, il y a tout,
il y a beaucoup de choses au niveau des émotions, au niveau de l'éducation, comme quoi que c'est mal, c'est pas une bonne chose. Et Oui, en d'ailleurs, fait, dans les émotions, on dit ce sont des bonnes ou des mauvaises émotions. voilà, on C'est dit la joie, ça. c'est bien, la colère, c'est mal. Voilà, c'est ça. On met des étiquettes aux émotions. Et en fait, moi, j'ai envie, avec ces femmes-là, de qu'elles se réconcilient avec leurs émotions. Que la colère, c'est une bonne chose. La frustration, c'est une bonne chose. La jalousie aussi, c'est une bonne chose. Ces émotions-là, elles ont un message à nous apporter. Elles ont quelque chose à nous faire comprendre. Il y a quelque chose à apprendre de ces émotions-là, à écouter. Prendre le temps d'écouter. Voilà, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi je ressens ça? D'où ça vient? Ok, je sais d'où ça vient. Et qu'est-ce que j'en fais? Et qu'est-ce que je peux m'apporter à moi, en fait? Parce qu'en fait, ça revient toujours à soi. Qu'est-ce que j'ai pas eu, que j'aurais aimé avoir, que j'ai pas pu m'apporter, que j'ai pas pu avoir dans le passé, mais que je peux avoir aujourd'hui? Euh, c'est faire c'est se sentir libre, tout simplement, se sentir libre. Moi, je me Ça. sentais pas libre. Pourtant, j'étais libre, en fait. Hein. En tant que maman et avec 4 enfants, je me croyais pas libre. Mais si, je suis libre. Et pourquoi on se sent pas libre? Parce que on se dit, on culpabilise beaucoup. On met souvent notre bien-être, vs notre travail, nos enfants, notre famille. Tu vois, Oui, c'est la c'est toujours dernière à, pièce de l'édifice où tu dis si j'ai le temps, je m'en occuperai plus tard. voilà, c'est soit ou la dernière pièce, c'est le dernier truc quand on s'en occupe quand si on a le temps, ou alors c'est tout le temps en balance. Alors mon travail ou moi, mes enfants ou moi, mon mari ou moi, tu vois? Et en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. C'est d'abord soi et après soi, ben on donne à tout ça, à tout ce qu'on a apporté au monde, à nos enfants, à notre mari, on donne le meilleur de nous-mêmes. Et il n'y a pas à avoir de balance. Et on doit être toujours la priorité. La priorité de notre vie, la personne la plus importante de notre vie, c'est nous. Parce que si on meurt, il n'y a plus personne. Donc, c'est nous en premier. Et si on ne le fait pas, ben, on croit que c'est les autres qui vont nous l'apporter. Mais Oui, et c'est une illusion. on revient dans ce que tu nous disais tout à l'heure quand tu t'es ramassé cette claque où tu t'es dit quoi, je suis responsable de la vie que j'ai. What the fuck? Là, tu es en train de nous dire, Mila, qu'on est responsable de la vie qu'on a? Bah oui, c'est ça aussi. Et du coup, je voulais te poser une question par rapport à ça, parce que Oui, tu as parlé de l'hypersensibilité. oui, Spontanément, moi, quand on me parle d'hypersensibilité, je me sens pas concernée. Ou en tout cas, je me oui, sentais pas concernée. J'avais l'impression que c'était pour les autres. Moi, je pleure pas comme ça, j'ai pas des états d'âme. Et oui, puis en fait, plus tu te reconnectes à tes émotions, plus tu te rends compte que d'office, en fait, quand on est câblé correctement sur nos émotions, on est à peu près tous hypersensibles. C'est pas, oui, en tout cas, on est tous sensibles. Comment est-ce oui. que tu... Parce que toi, tu accompagnes aussi des femmes qui sont entrepreneurs ou en tout cas qui ont un job qui leur prend beaucoup de temps et qui ont justement cette phase de culpabilité parce qu'elles voudraient tout faire et bien faire, mais elles n'arrivent pas à tout meubler correctement, enfin, dans ce qu'elles croient être correctement. Comment est-ce qu'on peut se rendre compte qu'en fait on est hypersensible? En fait, souvent, on ne le sait pas qu'on est hypersensible. Moi-même, je l'ai découvert il y a à 40 ans que j'étais hypersensible. On ne le sait pas parce que souvent, quand on est hypersensible, très tôt, dès l'enfance, soit on coupe les émotions, je ressens plus rien, ce qui s'était passé pour moi, soit on se blinde. On se blinde, on met des murs, ou alors à l'opposé, on va et quand on se blinde, souvent, on réagit vachement avec de la colère. Ah ouais, moi c'est clairement celui-là. Voilà. Ou alors, on va être dans la victimisation, on va beaucoup se plaindre et on va se cacher, on va être en dépression. On va s'enfermer sous sa couverture, on va dire, ah, tout le monde est méchant. Et on s'isole de tout le monde,
on veut voir personne parce que chaque fois que la personne elle va dire un truc qui te blesse et ça te fait tellement mal que tu te dis, bon, ben, je veux plus avoir d'amis, tu t'isoles, tu étais toute seule dans ton coin. Et on peut dans Et notre vie avoir plusieurs phases comme ça, de toucher un peu à tout, parce que moi je me remarque, de manière constante, je vais dire, j'avais la colère, mais par moments j'avais le côté Calimero, le monde oui, m'en veut, oui. je suis responsable de rien, je suis une grande victime de la vie. Ouais, voilà, j'ai pas de chance et tout ça. Et en fait, tout ça, c'est juste se réconcilier avec tout ça. Tout ça, c'est normal. Ça a un sens. La colère, elle est là comme pour défendre, pour te défendre. Voilà, il y a quelque chose qui n'a pas été respecté. C'est quoi? J'ai pas respecté mon sommeil. J'ai pas mangé à midi. Euh, je me suis dit que j'allais me reposer, je me suis pas reposée. Il y a tellement de choses qui peuvent nous rendre en colère, en fait. Et après, on en veut aux autres parce que c'est eux qui appuient sur là où ça fait mal. Quand les enfants ils crient, ben, tu dis, ah ben c'est leur faute. Euh, Quand ton mari il n'a pas fait un truc pas bien, enfin pas assez bien pour toi, ben, ça va lui retomber dessus, tu vois. Ah, j'ai un C'est... exemple, tout ça, moi. Mon chéri est parti pour 5 jours, je suis à la maison et depuis hier, je suis dans une zénitude totale. Et alors je me dis, ah, mais c'est de sa faute en fait, Mais quand il oui, est là. Quand il est c'est là, lui, je suis nerveuse. il me prend toute mon énergie et tout, il me pollue avec sa musique à fond là et son blender. Moi, je suis bien toute seule. Et en fait, c'est une des caractéristiques quand on est très sensible, c'est qu'on a besoin de temps de calme en fait. On a besoin Mhm. de moments à soi, de solitude où il n'y a pas de bruit autour de nous. On se D'ailleurs, retrouve. si je peux te Oui, couper, c'est peut-être oui, une question que vas-y. vous pouvez vous poser, vous qui êtes en train de regarder cette interview. C'est quand vous avez besoin de vous ressourcer, qu'est-ce que spontanément vous avez envie de faire? Est-ce que c'est d'aller dans un bain? Est-ce que c'est d'aller marcher en pleine nature? Est-ce que c'est de faire une sieste? Parce que ça représente tous ces moments, justement, que tu parles de calme. Oui, des temps calmes, des temps où il n'y a pas de stimuli extérieurs, pas de téléphone, pas de... Moi, mon téléphone, il est tout le temps éteint, en fait. Il est tout le temps sur Il silencieux. est tout le temps silencieux, en fait. Parce qu'en fait, la sonnerie, ça m'agresse, tu vois. Mais même la vibration du téléphone, je me sens agressée. Donc, du coup, il est tout le temps éteint. Et, euh, et, Et c'est sûr que c'est problématique pour les gens qui cherchent à me joindre, mais je me mets des alarmes, heureusement, pour les rendez-vous et tout ça, sinon j'oublie. Mais voilà, Ça fait partie des spécificités, des petits chemins, de la reconnexion à notre sensibilité, en fait, de prendre oui, conscience qu'on a besoin de se ressourcer, qu'on a besoin... Donc, si oui, on devait donner des caractéristiques pour qu'une personne puisse se reconnaître dans cette hypersensibilité, donc spontanément, ce sont des personnes qui ont une tendance à être intérieurement souvent en colère contre soi, contre le monde entier, contre une oui. personne en particulier, contre les parents, contre... Elles prennent tout à cœur, elles se sentent responsables de tout le monde, de tout ce qui se passe autour, J'ai un exemple l'environnement. qui me vient aussi dans l'hypersensibilité, c'est que ah, ça me revient à fond ce bazar-là. Un jour, je suis à la pompe à essence et il y a un mec qui m'agresse, mais il était super énervé. Il n'était pas énervé sur moi, il était super énervé de sa journée, j'en sais rien. Et en fait, j'ai Oui, capté sa nervosité. Il m'a fallu genre toute l'après-midi pour m'en remettre, quoi. oui, ben c'est une des caractéristiques. C'est t'absorbes tout, et du coup après tu es obligé de faire un travail sur toi pour évacuer tout ça, pour pour d'avoir du coup pour compenser ce gros stress d'énervement que l'autre il a eu, ben tu vas devoir avoir ton temps calme pour analyser, pour comprendre bon ok ça venait pas de moi. Tu vois, C'est tout un chemin, ça. oui, c'est tout un Et à chemin. l'époque, je me souviens que ouh, j'en ai pleuré plusieurs fois dans l'après-midi, hein. Mais oui, c'est ça. Ben, de pleurer, c'est une bonne chose, ça nettoie, ça lâche en fait. Et ça permet de, d'accueillir aussi. C'est bien d'accueillir, de pas le refouler. Et, et c'est vrai que ça réveille aussi des blessures. Sans doute, ça a dû réveiller des choses dans le passé chez toi que tu as peut-être vécu qui sont un peu similaires.
Et donc, du coup, c'est ton calme, ça permet d'avoir du recul sur sa vie. Et quand on n'a pas ces moments de temps calme, qu'on est tout le temps à fond, ben, au bout d'un moment, on devient colérique, on crie. Parce que c'est le seul moyen pour nous de survivre et de s'adapter à tout ça. Et voilà, on crie ou on pleure. J'ai Tu sais, l'image de la marmite à pression qui est en train de bouillir là. C'est à peu près oui, ça en fait. C'est le moment oui, où, en fait oui. la marmite elle explose quoi. Ouais. Et souvent, nous, les femmes, ça sort souvent au niveau quand on a nos règles. C'est le, et c'est pour ça que les hommes, ils se disent qu'on est lunatique. Ah, bah, qu'est-ce qu'elle a? Elle a ses règles. Ben non, parce qu'en fait, quand on a nos règles, on peut plus cacher, on peut plus nier, on peut plus se planquer, de se dire oh, c'est pas grave, ça va passer. Tu Mais vois? hormonalement parlant, c'est le déclenche, c'est le truc qui va faire que Voilà, on a la soupape qui lâche quoi. voilà, ça lâche. Voilà, ça lâche, les émotions lâchent, mais pour une bonne chose. Et le problème, c'est que quand on n'écoute pas ses propres émotions, au bout d'un moment, on est linéaire en fait. En fait, les femmes, euh, John Gray l'explique bien dans Mars et Vénus, on est comme des vagues comme ça. Et quand pour être tout en haut, ben, on a besoin d'aller tout en bas, explorer nos émotions, on a besoin de pleurer, de râler, de, On a besoin d'être des de- femmes quoi. voilà, on a besoin d'être des femmes, de s'exprimer, d'exprimer toutes nos frustrations, tout ce qui ne va pas, etc. Et on a besoin de ça. Et une fois qu'on a bien nettoyé, ben, c'est ce qui se passe pendant les règles. Le corps se nettoie. On nettoie aussi en même temps que le corps se nettoie, on nettoie nos émotions. Et ensuite, on remonte et on remonte. Et après, on est au top, on est super contente, il y a tout qui va bien et tout. Et puis après, hop, on a Après ça, besoin de se retrouver, de se retrouver un moment seul et se reconnecter avec soi-même, avec son corps. J'ai mal ci, j'ai mal là, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux quand j'ai mal là, j'ai mal là, qu'est-ce que je fais pour moi? Et les règles, souvent, quand on a des règles douloureuses, c'est probablement qu'il y a des choses qui n'ont pas, que ton corps avait des besoins ou des choses qui n'ont pas été respectées aussi. Et ça ressort beaucoup pendant les règles. Et voilà, c'est quand on est attentif à ça, eh bien, et qu'on fait ce qu'il faut. Enfin, toi, tu es dans la santé, enfin, dans la naturopathie, tu vois très bien ce dont je te parle. Et quand on prend bien soin de son corps en amont, au niveau de sa santé, en faisant des exercices, etc., bah, évidemment, bah, les règles douloureuses, bah, elles sont moins douloureuses. surtout que moi, je le vois très bien, même en tant que femme. Évidemment, je compare pas avec des personnes qui ont un moyen de contraception parce que je sais pas comment ça se passe. Mais quand tu n'en as pas, ton corps, il te parle énormément. Et d'un cycle à l'autre, les choses peuvent être très, 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 très différentes en fonction, comme tu dis, de ma gestion de mes émotions, de si j'ai pris du temps pour moi, ne serait-ce que mon travail. Si je me surcharge de travail au tout début de mes règles, or je le paye, mais jusqu'à la fin de mes règles. Euh, Ça équilibre ça joue sur mon équilibre acido-basique dans mon organisme, ça joue sur mes intestins, ça joue sur tout, ça joue sur tout, hein. Tout à fait, tout à fait. Et quand on s'en occupe bien en amont, pendant tout le mois, bah après les règles, ça va mieux. Et pendant les règles aussi, il faut ralentir, il faut être... C'est justement le corps nous invite à être à l'écoute de lui. Là, tu vas m'écouter. Tu m'as pas trop écouté, là, maintenant, tu vas m'écouter et faire ce qu'il faut. Et je pense qu'en tant que femme, c'est bien, non seulement bien d'écouter ses émotions, mais c'est aussi bien d'écouter son corps, de ce qu'il nous dit. Quand on a mal, de s'en occuper en profondeur et de s'occuper de sa santé, c'est hyper important, quoi. Et Et il y la a tellement santé, de ça choses ne à faire. passe, dans ce qu'on parle de la santé, ça passe pas que par l'alimentation, l'exercice physique et des compléments alimentaires, ça passe aussi par la manière dont on gère nos émotions, la manière dont on accueille qui on est, la manière dont on se parle, la manière dont on se regarde. C'est tout ça aussi la santé. Oui, exactement. Et les deux vont ensemble. J'ai envie de dire, c'est tout un équilibre en fait, un écosystème. Et au même titre qu'on a envie de prendre soin de la planète, il y a plein de choses qui vont pas, etc. Il y a des choses qui vont bien. Ben, son corps, c'est aussi sa planète en fait. Il faut en prendre soin, c'est précieux quoi. Notre corps, c'est notre véhicule et il mérite d'être chouchouté, bichonné, lui donner tout ce dont il a besoin
pour être heureux, pour s'épanouir. Et puis on peut Et- faire le lien aussi sur souvent on projette à l'extérieur de soi, donc on veut être écolo, on veut du mieux pour la planète. Je pense que à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on entend, on veut tous quelque chose de mieux pour la planète, pour nos enfants et ainsi de suite. oui, Mais au final, ce que tu nous rappelles, c'est que ben, ce qu'on veut à l'extérieur, c'est ce dont on a besoin à l'intérieur de nous. On est exactement. notre, comme tu dis, on est notre première planète et que ça commence pas. Notre, si on veut le parallélisme que j'ai envie de faire, c'est si on veut contribuer à un meilleur monde, c'est d'abord commencer par soi. Tout à fait. C'est en prenant soin de son intérieur que ça va irradier vers l'extérieur. En fait, l'extérieur, souvent, on croit que c'est en faisant, en travaillant sur l'extérieur que ça, qu'on va aller mieux. Mais en fait, en vérité, l'extérieur, on ne peut pas tout maîtriser. Vous allez pouvoir maîtriser. Il y a rien qu'on maîtrise de l'extérieur, ni la météo, ni nos enfants, ni notre mari, ni notre maison. Notre agenda. Voilà, il n'y a rien qu'on maîtrise. Et il y a la seule chose qu'on peut maîtriser, c'est ce qui est chez nous. Et c'est en travaillant ce qui se passe à l'intérieur de nous qu'on va pouvoir l'irradier à l'extérieur, en fait. J'ai envie de dire, t'as beau te mettre plein de maquillage, mettre les derniers vêtements à la mode et tout ça, ou être dans un environnement paradisiaque, comme moi j'ai été en Thaïlande et à l'intérieur, c'est l'enfer à l'intérieur, tu n'es pas heureuse, tu es malheureuse comme les pierres, quoi. Ça me fait penser, Et si je peux faire le parallélisme avec une mm, connaissance qui a une société enfin, elle est devenue multimillionnaire maintenant. Et elle nous partageait il y a quelques années qu'ils sont partis en Floride parce que c'était son rêve de faire un road trip de 5 mois en Floride. Et en fait, quand elle est arrivée là-bas, les premiers jours, c'est juste waouh, c'est génial et ainsi de suite. Et en fait, au bout d'un moment, elle s'est rendue compte qu'elle avait embarqué avec elle tous ses problèmes, que c'était qu'un fantasme, les 5 mois, la Floride et ainsi de suite, qu'elle se oui. sentait toujours autant vide à l'intérieur d'elle-même et qu'il avait fallu Mm. les 5 mois justement pour pouvoir pour s'autoriser d'aller à la rencontre d'elle-même. Et en fait, son voyage était devenu un voyage initiatique de retour à soi, en fait, pour se rendre compte que bah, souvent on veut fuir. On dit, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, il y a plein de moments dans ma vie avant où je rêvais d'aller sur une île déserte et qu'on me foute la paix et que j'ai ni mari, ni enfant, ni problème, ni travail et que je sois toute seule et que je profite de la vie. Mais on a tous des moments dans une vie. Enfin, je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé. Oui, ça m'est arrivé quand on est parti en Thaïlande, en fait. Quand on est parti en Thaïlande, Oui, parce euh, que tu n'es pas partie en Thaïlande en vacances, t'es partie vivre. ouais, je suis partie vivre justement pour fuir tout ça, vivre sur, comment dire, je vivais mon rêve en fait, hein. Un endroit paradisiaque, la maison de rêve. J'avais des personnes, des nounous qui pouvaient garder mes enfants pour pas cher, qui faisaient le ménage pour pas cher. Le restaurant, c'était pas cher. Il y avait tout qui était pas cher. Et pour moi, mais c'est le rêve total d'avoir quelqu'un qui s'occupe de tes enfants, qui fait le ménage. Tu vas au restaurant quand tu veux, vu que c'est pas cher. Euh, tu n'as que à t'occuper de toi et de ton business, mais c'est dit comme ça. Mais comment c'est possible de ne pas réussir ou de se sentir mal, tu vois? Et en Et fait, pourtant. et pourtant, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Et en fait, Et quand si tu c'était es... que ça, tu serais resté en Thaïlande. Mais oui, exactement. Mais en fait, c'est là que moi, j'ai vraiment compris le sens de le bonheur. La phrase qui trottait dans ma tête depuis toutes ces années, le bonheur vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. Et cette phrase-là, jusque-là, je ne l'avais pas comprise, tu vois. Et là, je l'avais vraiment comprise. J'étais dans un cadre paradisiaque, nounou, femme de ménage, tout ce que tu veux, maison de rêve, euh, et à l'intérieur de moi, c'était l'enfer. C'était l'enfer, vraiment. Je me suis dit, et malgré tout, j'étais débordée, fatiguée, épuisée. Pareil qu'en France, alors que j'avais Au pas de maison soleil, mais pareil qu'en au France. soleil. Pareil, tout pareil. Je me suis dit, il y a un problème là. Et j'étais tout le temps dans l'action, je faisais plein de trucs, des milliards de trucs.
Et je culpabilisais me reposer, d'avoir du bon temps, tout simplement. Donc, j'étais tout le temps dans l'action, tout le temps dans l'action. Et donc, du coup, euh, burn-out 1, burn-out 2, et au bout de burn-out 3, je me disais, putain, la vie c'est dur, comme la vie c'est dur, regarde sur paradis, et malgré tout, la vie elle est dure, trop compliqué, je serais de partir, J'ai putain. tout ce que j'ai toujours rêvé, mais. Mais la vie elle est quand même dure, mais je vais jamais y arriver, je me disais. Donc autant mourir tout de suite, tu vois, je me disais. Ouais, j'ai 4 enfants, mais autant mourir tout de suite, quoi. Voilà, autant mourir tout de suite, au moins ça sera plus simple parce que c'est trop compliqué la vie. Donc même quand tu es dans un cadre paradisiaque, c'est malheureux, aucun intérêt, tu vois. Et en fait, je prends le temps de me poser. Donc je me dis, alors c'est quoi le problème? Je suis fatiguée. Bon, ben va dormir. Je vais dormir. Je dors un jour, 2 jours, 3 jours, je dors. Et puis, ok. Tu vois, je disais à mon mari, j'ai plus envie de vivre. J'ai plus envie de vivre. Je lui disais que ça, quoi. Il fait, ah, ok, ok. Il fait, ouais, je peux J'imagine pas. très bien David. Ok. Et il fait, pas choqué, tu sais, normal. Il fait, va au restaurant, Mila. Il me dit, va au restaurant, ça va toujours mieux. Va au supermarché, achète-toi tout ce que t'aimes. Il fait, non, même ça, j'ai pas envie. Il fait, ah, là, c'est grave. Si même là, t'as plus envie de manger, c'est qu'il y a un petit souci dans l'air. Ouais, c'est très, très grave si Mila, elle a pas envie de manger de glace, elle a pas envie de manger. Et donc, je me suis posée. Mon cerveau, je l'ai mis sur pause. Tu vois, je l'ai mis sur pause. J'ai dormi. J'ai dormi. En fait, j'avais accumulé du manque de sommeil. Et en fait, j'analyse tout ça. J'avais manqué de sommeil. Ça faisait 3 mois que je n'étais pas sortie de chez moi par mes propres moyens. C'est-à-dire que j'avais peur de conduire en Thaïlande, en fait. Là-bas, c'est juste fou. Je sais pas si ça veut dire été en Thaïlande, mais c'est un peu fou, la circulation. Alors déjà que je ne faisais pas la fière en France, mais alors en Thaïlande, je me suis dit, je vais mourir, quoi. Et en fait, je n'étais pas sortie de chez moi, je n'avais pas fait de yoga pendant 3 mois, j'avais fait que m'agiter dans tous les sens, à faire plein de trucs, mais Rien d'essentiel, mais rien plein de trucs quand même. d'essentiel et important, en fait. Et je C'est ça voyais tout qu'on le monde pourrait heureux. appeler, on entend souvent parler de charge mentale, ce serait un peu ça, un truc où ton cerveau est en perpétuelle activité, mais où Oui, rien, il n'y a rien qui il y nourrit a, en fait. ouais, il y a rien tu fais tout le temps des trucs, mais tu sais même pas pourquoi tu les fais, tu vois. Et tout le monde, à côté de ça, tout le monde est heureux en plus, tu vois. Tout le monde kiffe sa life. David, il kiffait sa life, mes enfants aussi, la piscine et tout. Tout le monde était heureux. Il n'y avait que moi qui étais malheureuse. Ça. Et Je me là, t'as disais, envie de... C'est à cause de vous, c'est à cause de vous, il y a trop de bonheur. ouais. Mais moi, je passais tout le temps ma vie à faire l'intendant, tu sais, pour qu'ils mangent bien, pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils soient heureux et tout. Toute mon énergie, elle était là-dedans aussi, quoi. Parce que mes enfants, ils étaient expatriés, du coup, ils étaient un peu malheureux d'avoir quitté tout le monde et tout. Et du coup, je compensais pour qu'eux se sentent bien. Mais à aucun moment, j'ai pensé à moi. À aucun moment, ça m'a même pas traversé l'esprit, quoi. Donc, il a fallu le troisième burn-out pour enfin me poser et réfléchir sur moi et pas sur le travail, sur moi, qu'est-ce que je veux, qui je suis, quelle planète, quoi. Tu vois? Et là, je me rends compte, je fais le bilan et je me rends compte de tout ça. Alors, je te Que j'avais coupe deux appris secondes. de... Je te remercie Comment? de nous dire, je te coupe 2 secondes. Je te Oui. remercie de nous partager cette idée du troisième burn-out que tu vas nous partager. Juste pour dire, c'est pas parce qu'on fait du développement personnel qu'on n'est pas à l'abri du burn-out. Ah, mais c'est clair. Surtout que surtout que quand tout va bien, que tu kiffes trop ta life, ben, t'es tellement à fond à aimer ce que tu fais que tu frises le burn-out après à nouveau, quoi, tu vois? Parce que tu t'éclates tellement, il y a tout qui va T'es bien et tout ça. investi. Voilà, que t'es tout le monde, t'es dans la positivité et tout, il y a tout qui va bien, là, 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 tu passes à l'action, tu passes à l'action. Surtout que tu vois, l'énergie masculine, tu vois, moi j'ai été formée par Tony Robbins dans l'énergie masculine, c'est Ah, pas du tout adapté aux femmes. En fait, c'est c'est massive action, tu vois, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si tu veux avoir des résultats, tu dois travailler, 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 travailler. Et en fait, quand tu es là-dedans, bah, tu es dans un bout d'un moment, t'épuises. burn-out, épuisement total.
psychologique et physique, quoi. Et en fait, euh, ça, Massive Action, j'en entends, ok, mais il faut derrière, faut voir ce qu'il fait, lui, Tony Robbins, pour faire ça. Hein, lui, il se lève à 4 heures du matin pour prendre soin de lui, pour faire du sport. Il fait de la thérapie par le froid. Il se plonge dans des bains à moins, je sais pas combien de degrés. Il a des masseurs. Il a, tu vois, Il a une équipe. Il il a a une une équipe. équipe pour prendre soin de lui et des coachs, tout un staff pour s'occuper de son corps, de son mental. Au niveau santé, il est au top. Il a des gens, il paye des gens pour lui faire des jus d'air, des machins, des trucs. Et il est au taquet au niveau santé et prendre soin de lui. Je me demande s'il passe pas la moitié de son temps pour s'occuper de lui ou un tiers de son temps pour être Mais ce qui se passe, c'est que top, quoi. en fait, moi, quand je vois dans ce que j'appelle les coachs de masse, dans les coachs de masse, souvent, ce sont des hommes. Et en fait, c'est comme si nous, en tant que femmes, ils venaient nous chercher l'impulsion. Mm. L'impulsion du changement, de s'autoriser à autre chose. Mais ce qui se passe, c'est que après, nous, on rentre dans tout un chemin de reconnexion et de redécouverte de la femme. Moi, je ne suivais pas Tony Robbins, je suivais David Laroche. J'ai quand même fait la même chose que toi. J'ai eu un burn-out au bout de 2 ans. Parce que de nouveau, tu es dans l'action, action, action, parce que lui, Oui, il s'est formé chez Tony mais aussi. oui, voilà, Donc, c'est du même acabit et c'est pas adapté aux femmes en fait, parce que il y a et après, en fait, quand tu es dans le massive action, tu es dans l'énergie masculine et en fait, tu t'écoutes plus ton corps, tu es à fond, à fond, à fond et ça va pas du tout, du tout, du tout. Et certes, tu peux être dans l'action, tu peux être faire plein de choses, mais toujours, toujours prendre soin de soi en priorité et ton temps, il doit être priorisé par rapport à toi d'abord et s'autoriser des moments où tu ne fais rien. Tu as le droit de rien faire, juste te poser, tu vois, juste penser à rien et rien faire. Et dans notre société, et surtout pour les mamans, c'est très difficile de se poser, de dire, bon, je m'autorise à ne rien faire. Moi, je me rappelle, à l'époque, je me disais, je fais rien égale feignante, tu vois. Et aujourd'hui, je me dis ça, plus ça du tout. Aujourd'hui, je dis, je fais rien. Non, je me fais pas rien, je me repose. mais ça demande du courage. Ça demande beaucoup de courage parce que je trouve encore, je sais pas comment c'était avant parce que j'existais pas avant, mais avec le côté de la femme est l'égale de l'homme, il y a comme si on avait un poids qui fait qu'on doit toujours maintenir un niveau d'exigence qui est parfois au-delà de ce qu'on est capable de tenir sur la durée. C'est comme si on avait un élastique qu'on tendait jusqu'à ce qu'il lâche en fait. Et puis en plus, il faut qu'on soit bonne dans tous les domaines. Ah ouais, mais nous on Qu'on est parfaite, soit hein. une bonne mère, une Bonne bonne épouse, épouse, bonne euh, businesswoman. bonne businesswoman, mais en même temps aussi hyper sexy, canon et tout ce que tu veux, et une bête de sexe au lit. C'est pas possible, ça marche pas. Là, c'est Barbie. Barbie est une petite poupée emballée en plastique. Voilà. Non, mais c'est clair. Et comment dire? Et, et en fait, tout part de soi, en fait. Tout part de soi, de son propre équilibre. Et, et quand tu prends soin de toi, bah, effectivement, tu, tu peux briller dans tous les domaines, tu vois. Mais ça doit partir de toi. Ça doit pas être, je suis à fond là, 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 je suis à fond là. Non, ça marche pas comme ça. Là, surtout qu'au final, quand on est à fond partout, on finit par soit avoir un burn-out, soit tomber malade. Ouais, Enfin, c'est comme ça c'est souvent révélateur quand on a des cancers, quand on a des dépressions, oui. quand on tombe dans les escaliers et qu'on se foule la cheville ou les Quand deux on a, chevilles. Voilà, quand on a un accident, Ouais, c'est un signal en fait. ouais. Et après, il y a aussi, comment dire, on se sent vide aussi, vide de sens, se dire, mais je consacre toute ma vie aux autres, à mon travail, à mon mari, à mes enfants, mais qu'est-ce qu'ils font eux pour moi? Tu vois? Et puis, il y a cette notion comme tu parlais tout à l'heure, c'est pas par l'extérieur. Alors, on a parlé de s'acheter des beaux habits ou ce genre de choses, mais c'est pour certaines personnes, l'extérieur, c'est aller chez l'esthéticienne, aller chez la Oui. coiffeuse. Mais de nouveau, on est toujours sur l'extérieur.
Oui, on va se faire masser, on est de nouveau sur l'extérieur. C'est clair que c'est des petites choses qui viennent apporter de la douceur, nous apporter du temps pour nous. Donc ça c'est déjà, nourrit quand même, oui. ça Ça nourrit fait quand du même. Et en même temps, il y a encore des étapes plus loin. Ouais, d'aller en plus en profondeur dans le prendre soin de soi. C'est pas que c'est super de s'occuper de soi sur notre extérieur, mais à l'intérieur de soi, de s'écouter, d'être bienveillante envers soi-même, d'être douce envers soi-même. On est, on est dans un monde où on est quand même dans un monde de brut, j'ai envie de dire, il n'y a pas beaucoup de douceur quoi, pour nous les femmes. Et, euh, et malheureusement, si on ne se l'apporte pas à nous-mêmes, c'est pas notre mari qui est masculin qui va apporter cette douceur. Si, il y a de la douceur, mais c'est pas la douceur féminine qui nous manque cruellement dans nos sociétés, quoi. En tout cas, pour ma part, et je le vois aussi au niveau des femmes que j'accompagne, souvent elles n'ont pas reçu de douceur dans leur enfance. Et, et aujourd'hui, ben, elles peuvent se l'apporter, cette douceur, cette bienveillance envers elles-mêmes, la façon dont, comme tu disais, dont elles se parlent. Voilà. Moi, avant, pour travailler, je me donnais des coups de pied aux fesses pour aller travailler, tu vois. Et Tu comment devais avoir tu mal aux fesses, toi. Ouais, mais comment tu veux être bien dans ta peau quand tu travailles si tu te donnes des coups de pied aux fesses? C'est pas possible, quoi. Tu es stressé, quoi. Pour partager Et une expérience que j'ai vécue aussi ces derniers mois. J'ai énormément travaillé et parce que j'étais dans une immense insécurité et dans laquelle je m'étais mise toute seule, hein, parce qu'au final, c'est jamais qu'une émotion, là, c'est, enfin, c'est un sentiment ou une émotion, tu diras ce que tu en penses par rapport à la sécurité. Et en fait, j'ai des amis qui, pour mon anniversaire, m'ont offert un massage. Et quand je suis arrivée sur la table de massage, je connais très bien le massothérapeute, il a posé ses mains sur mes chevilles. J'ai fondu en larmes. C'est comme si je venais de reconnecter, en posant ses mains, c'est comme si je venais de reconnecter mon corps en fait. Et comme si Mm, je l'avais oublié pendant 6 mois, ou enfin le temps de cette crise. mm, mm, Et là, je me suis dit, waouh, mais en fait, là, je dois me pardonner de l'exigence que j'ai eue envers moi-même et envers mm, mon corps, comme si j'avais été en mode robotisé, que j'avais sorti mon mental et que mon corps n'était juste que le véhicule pour permettre à... Alors que c'est pas vrai. Certes, mm, mon corps est le véhicule, mais je dois le chouchouter. mm. C'est un peu comme s'il remerciait il portait de l'attention à tes pieds et que c'est tes pieds qui t'ont soutenu, tu Mhm. vois, qui t'ont soutenu et de leur apporter de l'amour, en fait, de la bienveillance, de t'avoir tout soutenu tout ce temps, quoi. Et moi, ce que j'ai découvert aussi dans mes stages auprès de Tony Robbins, c'est que je détestais mon corps et je lui envoyais tout le temps des pensées négatives du genre ah, t'es pas parfait, ah, le bourrelet, ah, le machin, ah, la cicatrice. En fait, moi, avec mes grossesses, j'ai une césarienne, tu vois, et je détestais ma cicatrice. Je lui envoyais que de, de la haine, de la colère, de la non-acceptation de ça, comme quelque chose de moche, de laid, tu vois. Et quand j'ai compris que je m'envoyais des émotions négatives sur ma cicatrice, alors qu'en fait, c'est quelque chose de positif, cette cicatrice, hein, c'est grâce à ça que mon enfant il a envie, tu vois. Je me dis, mais comment t'as pu te maltraiter comme ça, quoi, tu vois? Je me suis dit ça, moi aussi j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Je me suis dit, mais mon Dieu, tout ce temps, je me suis détestée, j'ai détesté mon visage, mon corps, parce qu'il ne ressemblait pas au magazine, il ne ressemblait pas à ce qui ressemblait à la télé. Et j'ai détesté tout ça de moi, tu vois. Et ça pour moi, c'est dramatique. Nous, les femmes, ce qu'on vit dans notre société moderne, plutôt que, enfin, de s'accueillir, de s'aimer tel qu'on est, mais c'est tellement important d'aimer son corps, de s'aimer, de s'accepter et que on n'est pas parfaite dans les magazines, mais ça n'existe pas, les femmes dans les magazines, elles sont toutes retouchées par Photoshop et, euh,
et elles sont canon, tip-top canon à un certain moment de leur vie, mais vas-y voir avant ou après, tu sais pas Oui, puis comment elles c'est. existent dans les magazines et uniquement dans le magazine. Sur photo, c'est tout. Oui. Mais vas-y les voir chez elles commencer au saut du lit avec leurs quatre mômes. Moi, la première, franchement, tu sais, moi, j'ai publié mes photos sur Facebook il n'y a pas longtemps. Tout le monde me dit, waouh, t'es trop belle, t'es trop belle. Oui, mais bon, oui, il y a du talent, peut-être, mais c'est pas ce que je vois, moi, au quotidien, quand je me regarde dans ma glace, tu vois. Euh, mais aujourd'hui, j'ai dû faire un travail énorme sur moi pour me trouver belle, même quand je suis pas maquillée, que je suis pas comme sur les photos, quoi. C'est aussi, c'est un travail énorme aussi de s'aimer Et tel c'est qu'on aussi, en fait, au travers de tout ce que tu nous expliques, parce que c'est comme si tu avais plein de casquettes de compétences, en fait. C'est au travers de tout ton parcours, de reconnexion à la joie, de reconnexion au bonheur, de reconnexion à la tendresse, de reconnexion à l'amour de soi, à l'estime de soi, à la confiance en soi. C'est tout ça, en fait, au final, que tu invites les femmes que tu accompagnes. Oui, c'est toute une globalité, c'est tout un ensemble. C'est c'est pas qu'un petit morceau de soi sur lequel on va travailler. C'est tout un ensemble. Et autant au niveau du corps que le mental et aussi au niveau émotionnel. Et, D'ailleurs, si on veut te retrouver, je mm, vais mettre autour de cette vidéo les liens de ton site internet, les pages où on peut te retrouver. Comme ça, ce sera l'occasion d'aller découvrir aussi ton monde, Mila. ouais, avec plaisir, je te remercie, France. Oh oui, et j'en profiterai aussi du coup pour mettre les miens, ce qui permettra que si tu es une porteuse de projet et que tu as envie de lancer ton activité, ben, de pouvoir aussi me contacter. Avec plaisir. Mila, j'ai envie de te remercier. J'ai envie de te remercier, ça fait 1 heure qu'on parle. J'ai envie Mm. de te remercier pour ce temps que tu nous as partagé, pour nous raconter ton parcours, mais aussi ce que je retiens, c'est qu'on est responsable de la vie qu'on a. Et la On peut reconnaître, se créer une belle vie derrière. oui, les tips que tu nous as donnés pour pouvoir se découvrir dans notre hypersensibilité, mais aussi tout ce chemin que tu as pu vivre de reconnexion à toi au travers de cette vulnérabilité, d'oser partager les difficultés que tu as pu vivre, les 3 burn-out, les études que tu as repris en cours de route, le chemin comme tu dis, où ton moteur professionnel c'était l'argent jusqu'à ce que tu découvres qu'en fait non, tu kiffes accompagner et en plus maintenant tu kiffes accompagner les nanas que tu aides à reconnecter à elles. Donc franchement, allez-y, n'hésitez pas à aller voir le site de Mila, ses réseaux pour pouvoir la suivre et voir ce qu'elle propose. Oui, c'est avec plaisir et n'hésitez pas à me poser des questions. Je serai toujours ravie de vous répondre. Je suis tout le temps à fond, moi. Mhm. Merci. Et alors, si cette interview vous a plu, il y en a d'autres sur la chaîne. N'hésitez pas du coup pas à penser à vous abonner du coup. Et il y a probablement une autre vidéo qui va vous être proposée. Cliquez dessus et profitez-en pour pouvoir découvrir le parcours d'une autre personne qui nous partage du coup à la fois son parcours, mais aussi qui nous donne des tips pour pouvoir aller vers une vie beaucoup plus épanouie. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! À bientôt.